Suite, les morts de demain. L'histoire d'un verre oblong. Dans le bar fort de café, le verre de bière oblong aux armoiries des bières d'Alsace est là, vide, sur la minable petite table du bar. Autour de lui, de petits étangs d'un liquide indistinct stagnent, que le vol désordonné de mouches folles vient écumer de temps en temps. Chose curieuse, le verre vide est propre. Chose non moins curieuse encore, on dirait qu'il n'a pas d'emploi alors que dans le bar, ses homologues, les verres aux armoiries des bières d'Alsace, suent haut, suent froid, sous la charge des filles qui servent les consommateurs. À quelques kilomètres de là, un homme chantonne, cramponné au montant du parapet d'un pont. Alentour de lui, tout est ordre, paix, silence, majesté. Puis c'est le désordre, incongruité remuante. Cet homme, noir de couleur, noir de comportement, s'exhibe. Ô calamité, en habit émétique. La chemise, sortie blanche de l'usine de confection quelque part en Europe, n'a plus rien d'esthétique. Sur son corps, la chemise est devenue saleté et déchirure. Le pantalon de staplon, coloré de brun, a perdu les empreintes de sa marque. La poussière, les urines et le vin l'ont transformé en quelque chose d'indéfinissable et de flasque. Les chaussures, au matin d'aujourd'hui, doivent avoir été noires et luisantes. Mais quelle aventure ont-elles donc vécu depuis 12 heures pour qu'elles aient pu vieillir aussi vite et aussi mal? La cravate est pourtant là, fixe le long du sternum, agrippée au cou, collée au cou, serrant fort le cou. L'incongruité chantonne cependant tour à tour, mélancoliquement, allègrement. L'incongruité gueule, pleure, rit, éraille sa voix, gonfle sa voix, module sa voix. Il faut l'écrire autant de fois que cela sera nécessaire, car on a parfois l'impression que ce n'est plus d'une voix qu'il s'agit. L'incongruité, par cette voix, s'incarne tantôt en chute d'eau sous le pont, qui mugit en déversant ses colères tumultueuses et violentes contre la porte d'entrée de la mer, tantôt en passant gouailleurs qui se moquent de lui pour le voir leur retourner leur moquerie, tantôt en cette mer qui s'étale là-bas au bout du fleuve et dont la blancheur des vagues successives semble, elle aussi, rire de lui. Il est sale et noir, or que cette blancheur, elle, est immaculée et, sous la nuit, neigeuse. Mais la pauvre, se croit-elle une immensité d'eau qui charrierait des mystères primaires et essentiels? Se prend-elle pour les vagues elles-mêmes? Ces sursauts chimiques dont la force péremptoire n'est qu'un caprice, contre quoi une blancheur, une simple complaisance de la nature que l'homme peut effacer à volonté, peut supprimer à jamais, oserait-elle se mesurer? Elle rit de lui. Qu'elle attende un peu la blancheur. Elle va se rendre compte tantôt que lui seul détient le pouvoir de rire bien mieux d'elle. Rit. Voilà. Si l'homme qu'il est a ri du verre du blanc, ce beau verre, ce long verre, ce verre luisant avec un joli petit dessin aguichon sur la courbe oblongue, combien de fois d'elle une blancheur? Ce verre que la jolie fille aux lèvres rouges, à l'odeur si étrange qui contrefait l'odeur du vin de raffia, qui vous prend à la gorge? À la gorge? C'est plutôt au cœur que cette odeur vous prend. Ce verre a lui offert avec un sourire lumineux, parce qu'il avait cassé le premier verre. Oh, son bon, son fort, son dynamique premier grand verre. Quel travail n'a-t-il pas accompli? Il s'était d'abord moqué du vin rouge. 2 litres qu'il avait vu passer. 2. Puis, lorsque des copains sont venus le rejoindre, son bon verre a obéi à la loi des 6 consommations de Dryden, sans glaçons, s'il vous plaît, sans cette eau insipide qu'on nomme soda et que certains imbéciles aux gorges de femmelette absorbent. Il souhaite avoir la parasitose intestinale, c'est sucé d'années. Lorsque ses amis présentèrent leur démission, il ne se découragea pas, lui. Il lança, seul, une offensive en direction d'un petit Dubonnet susceptible d'épicer son haleine et de secouer sa solitude provisoire et son chagrin d'avoir perdu ses copains dans la bataille. Mais le Dubonnet en question s'était laissé couper auparavant. Il n'était pas de taille à tenir son rôle auprès de l'homme et ce dernier se vit obligé d'aller quérir le whisky. 3 consommations. S'il te plaît,
Toi, petite maligne de chute d'eau qui râle. Rou, rou, rou. 3. Rassemble toute ta prétendue force. Fumiste chute d'eau. Elle n'égalera jamais la force de 3 consommations de mon ami le whisky. Un bon truc que les Blancs ont trouvé, là. Vraiment, un bon truc. Qui croit que le Blanc qui a découvert ce truc est idiot? Qui suppose que le Blanc n'est qu'un homme? Pouah, le Blanc, un homme? Sornette, un dieu. Mais voilà, moi l'homme, je le trouve un peu timoré, un peu toqué parce qu'il a laissé briser mon bon gros verre si dynamique. Oui, le Blanc aurait dû prévoir un fétiche pour préserver les bons gros verres de l'émiettement parce que moi, l'homme, j'ai abandonné le nœud de roseau incassable ou la coque de noix de coco inusable pour transférer ma confiance au verre du Blanc. Comment son verre s'est-il brisé au fait? Gné, gné, gné. Il faut en pleurer. La fille du bar. Gné, 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 gné. À l'odeur étrange. Oui, c'est elle la fautive qu'il faut condamner. Elle n'aurait pas dû passer si près de moi avec son odeur qui étrangle et ses fesses qui appellent. Elle n'aurait pas dû, parce que mes mains de broussard ne laissent pas passer une telle odeur, ni de telles fesses qui appellent. Mes mains de broussard palpent, modèlent de telles fesses. C'est dans leur mission ici-bas. Mais qu'est-ce qu'une mission? Voyez plutôt. Mes mains ont refusé les fesses qui appellent pour aller frôler le bon gros verre et l'envoyer ainsi se briser sur le sol cimenté. Salaud de sol. Tiens, parlons-en. Quelle idée saugrenue de faire marcher les gens sur la pierre, comme si le sol de Dieu répandait une odeur de diable brûlé vif. Quelle idée! Peut-être que les Blancs voulaient, par ce moyen, avoir le droit d'habiller le pied, de là, avoir raison de tuer les animaux et, se basant sur ces activités criminelles, constituer des tas d'associations pour ou contre la défense des bêtes. Ennuyé et ennuyeux, ces Blancs. Un peu sadiques, un peu cyniques, un peu voleurs, eux qui font porter le vison à leurs femmes, pauvres visons, salauds de prédateurs. Non contents de s'en prendre aux animaux, ils descendent jusqu'à l'extermination des hommes, dans leur fameuse guerre, salauds de guerre. Et toi qui vas, qui marche comme ça, tchegedoum wa, tchegedoum wa, tchegedoum wa, wa. Tu sais, comme un train exténué, à propos du Blanc, j'avais porté chez ce grec de Viriavikide, qu'on l'appelle, mes 2 sacs de cacao. Le Blanc de chez Viriavikide me dit « Je te donne 5000 francs. » Comme il me le disait en me tapotant l'épaule, moi, un chef boutou, j'ai refusé ces 5000 francs. Je me suis rendu chez le Blanc de Ayapium, le Libanais. Celui-ci m'a dit « Ah, contrat, ça va ?» Comme je ne répondais pas, il a pesé le sac, s'est tordu la gueule dans un rictus effrayant pour claironner finalement. Vous aurez beaucoup d'argent, je vous donne 7000 francs. Mais comme je ne bronchais pas, il m'a proposé, après avoir plaqué sur son rictus une ombre de sourire anémie. Tu te souviens de la bière brune, n'est-ce pas? Mignaou, mignaou. Tu en auras un casier. 2 casiers. Le Blanc de chez Ayapium, il me prend pour un enfant. J'ai emporté mes 2 sacs de cacao chez Massa Albert, qui me les a payés 10 000. Comptez 10 000 francs. Et toi qui vas là? Qui va là? Où est-il passé, celui que j'interpellais? Pouah, en voilà encore un qui se prend pour un dieu de la forêt. Quand je l'appelle, monsieur fout son camp. Cela me rappelle celui contre qui je me suis bagarré ce matin. Il a eu le bon coup de poignard dans la cuisse qu'il réclamait. Ah ça, quand on m'a fourré dans le quart de la police, ses frères, les Batogs, s'étaient certainement dit que je ne m'en sortirais pas. Des idiots. Qu'est-ce qu'on a ri, mon cousin, l'inspecteur de police et moi. Lorsque nous nous sommes retrouvés l'un en face de l'autre au commissariat, ensuite dans sa maison, buvant à la santé des gens comme moi. Les Batogs, les pauvres Batogs, mangeurs de poissons. Les Batogs, belo, bolo, belo, belo, bolobo. Ha 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 ha. On les aura, vrai de vrai. Il n'y a que mon ami Pierre qu'on n'aura pas. Qu'on n'aura jamais, car bien qu'il soit Batog, il n'est pas Batog parce qu'il est intelligent, dur, fort, mais loyal et franc. Mon ami Pierre ressemble à un Allemand, un dieu allemand. Et tout le monde sait, n'est-ce pas, que les Allemands sont comme les Boutous. Les Allemands boivent de la bière allemande, les Boutous aussi. Les Allemands boivent souvent du whisky, les Boutous aussi.
Les Allemands font ein, zwei, drei, vier. Les Bhutus aussi. Ha 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 ha. Ein, zwei, drei, vier d'un dieu Bhutu. Mais attention, du calme. Toujours du calme. Les Batoks sont là. Bon, mais avant de partir d'ici, disons encore que les Bhutus travaillent beaucoup. Les Batoks sont des paresseux et des femmelettes. Les Allemands travaillent beaucoup. Alors réfléchissons. Les dieux Bhutus et les dieux allemands sont des frères. On les aura, pour sûr. On les aura, tous ces autres soldats, tous ces sucés damnés, bon Dieu Bhutu de bon Dieu allemand. Au-dessus du pont s'époumonait une incongruité, un désordre. L'Apocalypse, un homme ivre, un ivrogne qu'on l'appelle. À une trentaine de kilomètres du pont, dans la petite ville de Bida, un bourg plutôt qu'une ville, une femme contourne en hésitant l'un des coins extérieurs de sa case. Elle se dirige en titubant vers le groupe de bananiers qui, derrière la case, s'élance du fumier vers les constellations stellaires et sert de zone tampon encore